Monsieur Chaput, il y a un proverbe qui dit « L'homme riche n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui a besoin de moins. » C'est ça. Est-ce que vous vous considérez comme étant un homme riche? Oui, très riche. Oui. Et je pense que c'est pas la quantité d'argent, c'est pas la grosseur d'un compte de banque. C'est de savoir qu'on a assez pour se payer ce qu'on veut, pour être capable de vivre heureux sur Terre, d'avoir de la sérénité, puis de gagner sa vie honorablement. Ça, pour moi, c'est ça, la richesse. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui ont beaucoup plus de sous en banque ou en compte, en action comme moi, puis ils me regardent, puis ils me disent, tu sais, Jean-Marc, qu'on ait 1 milliard, ça change rien. Une fois que tu as ton auto, que tu as tes choses, le reste, tu te paies un certain luxe, mais il arrive à un moment donné, ceux qui ont 1 milliard, 2 milliards, et je trouve qu'il faut revenir à ça. Il y a des gens qui ont la capacité des dons. Un violoniste, il y a un don. Il joue du violon. Moi, en violon, ça serait terrible. Hein? Il y a des bricoleurs, comme il y en a eu autour tout l'été à la maison ici. C'est un don. Ils sont capables. Moi, je ne serais pas capable de placer des briques avec toujours la même distance, les mêmes choses. J'en reviens pas. Alors, il y a des gens qui ont un don pour faire de l'argent. Et c'est normal qu'ils exploitent ce don-là, comme le violoniste et le bricoleur. Mais une fois qu'ils ont fait l'argent, une fois qu'ils ont couvert, comme vous dites, qu'il n'y a pas besoin, il l'a. Le reste, c'est là qu'on le distribue. Et c'est ça qui doit diminuer l'écart entre les riches et les pauvres dans une société. C'est exactement ça. C'est intéressant. Est-ce que vous pensez qu'on associe trop notre valeur humaine à la valeur matérielle? Tu sais, comme si notre compte en banque est gros, ça veut dire qu'on est une personne importante ou intelligente ou intéressante. Oh, vous avez raison. Mais ça, c'est pas seulement là-dessus. C'est pas la grosseur du compte de banque. Ça peut être la grosseur de la voiture, la grandeur de la maison, le type de vêtements qu'on porte. Ça, c'est des signes extérieurs. Mais ça prend pas de temps quand on discute avec ces gens et qu'on les côtoie amicalement, en vacances, n'importe où, de se rendre compte qu'à l'intérieur, il n'y a pas grande richesse. Et ce qui est important chez l'humain et dans une société, c'est la richesse intérieure des gens. Félix Leclerc n'était pas un homme riche financièrement. Il y avait un bel endroit à vivre. L'île d'Orléans était magnifique. On voit des paysages. J'ai vu ça l'an passé à la télévision. C'était magnifique. Mais à côté de ça, il avait une richesse intérieure, d'être capable de penser, d'être capable de parler, d'être capable de dire aux gens, d'être capable de rêver. Il a fait tout un enregistrement sur le rêve. Rêver, mais je trouve ça extraordinaire. C'est ça le point de départ. Et si on n'est plus capable de rêver, on est pauvre. Tout à fait. Si on parle de votre relation à l'argent, depuis votre enfance, par exemple, je sais que votre mère vous disait toujours There's no free lunch. Est-ce que ces mots-là ont eu, par exemple, une influence sur votre façon de voir l'argent? Ils ont eu une influence et j'ai pas un rapport extrêmement parfait avec l'argent. Très souvent, ma femme, celle que j'appelle maman, Céline, elle me dit souvent, toi, si t'étais seul, t'aurais un collet romain, puis tu donnerais tout. Puis en fait, j'ai jamais travaillé pour l'argent. Ça a été une des grandes difficultés quand on arrive, on dit combien ça coûte, Jean-Marc, pour que tu viennes à notre congrès, à telle chose. C'est pour ça que j'ai un gérant qui, lui, peut négocier ça. Je suis pas capable de mettre un prix sur moi. C'est quoi un humain? Je suis pas capable de dire ça. Alors, donc, ma relation avec l'argent est un peu difficile. J'en ai eu beaucoup. Ben, beaucoup. J'ai eu quelques millions. Je les ai perdus. Puis c'est revenu. Et ce que je dis souvent, c'est pas la perte de l'argent qui est grave. Ce qui est important, c'est parce que tu as fait 1 million, tu es capable d'en faire un deuxième. Tu sais comment. Tu as appris. Dans n'importe quoi. C'est pas de passer à travers des périodes difficiles qui est important. C'est de savoir comment tu vas passer à travers des périodes difficiles qui s'en viennent. Et ça, les riches, les pauvres, tous les humains doivent le faire. Ça, pour moi, mais ma relation avec l'argent, pas très bonne. Donc là, vous faisiez référence à ce qui s'est produit en 1970, alors que vous aviez 40 ans. Vous avez presque tout perdu, là. Oh, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai un comptable agréé, mon comptable, qui m'a dit que dans ma situation, il n'y avait qu'une solution, c'était la faillite. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à maman, je me vois pas faire faillite. Je me vois pas passer sur la rue Saint-Jacques
rencontré des gens qui m'ont prêté de l'argent, qui m'ont fourni des biens pour que je puisse gagner ma vie, puis d'avoir dit, ben c'est bien triste, tu l'as perdu. Je comprends que des gens qui doivent 500 millions ne peuvent pas rembourser s'ils n'ont pas 500 millions. Je suis d'accord. Mais moi, c'était pas dans les 500 millions, c'était des emprunts bancaires, des affaires de gens. Le bel téléphone, c'en était un qui m'a harcelé pendant les 2 semaines, au point où Céline a dit, si vous continuez à harceler et à vouloir couper le téléphone, vous allez le perdre, le compte. Vous n'en aurez pas. Mais si vous nous endurez pendant 3-4 mois, on va vous donner 10 piastres par mois, mais si vous nous endurez, peut-être que dans 4 mois, on va pouvoir vous rembourser. Et c'est comme ça qu'on a fait avec chacun des fournisseurs, qu'on a fait avec les banques. Mais ça, c'était de regarder les choses en face quand tu as tout perdu. Mais par rapport à l'argent, je vois pas que l'argent donne une importance et je vois pas... Évidemment, il faut en avoir pour manger. Ça, je suis d'accord. Puis quand on est dans une situation de troc, il faut avoir de l'argent. Ça, il n'y a pas d'erreur. Mais on a une société qui est pleine de compassion, qui essaie d'aider les gens qui n'en ont pas. On a le bien-être, on a des choses. D'accord, c'est pas mirabolant, c'est pas de façon à vivre là-dessus toute sa vie, mais qui aide. Hein? Je fais juste regarder l'été passé avec le mégantique. Tout l'argent qui a été donné, puis tous les gens qui ont pris les autres dans leurs mains. J'entendais parler d'une maison pour personnes âgées, avec 18 pensionnaires. Elle est à côté de la zone rouge, juste de l'autre côté. Alors, ils ont été évacués d'urgence. Alors, le gars a pris la liste de ses pensionnaires, puis il a appelé les gens. Il a réussi à joindre 4 parents de personnes. Ces 4-là sont venus chercher, mais il y en a 14 autres. Il a pris l'autobus, puis il est allé chez eux. Il y a 4 enfants, puis il a hébergé les 14 personnes âgées. Ça c'est de la richesse. D'avoir un pays qui est capable de faire ça. Pas de partir avec... Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette compassion-là. Et ça, c'est la grande richesse du Québec. On l'a, ça. Puis est-ce que cette compassion-là arrive davantage quand il y a un événement dramatique qui se produit, un peu comme votre situation en 1970? Oui. J'imagine que ça a été un grand déclic dans votre vie aussi. Oui, c'est un déclic qui te prouve qu'en fait, c'est toi qui es important. Que c'est pas l'argent. Ça change complètement ton image. La première question que vous demandez, c'est pas l'argent. Non, parce que là, tu l'as tout perdu, puis tu es encore toi. Puis tu te refais, puis les gens commencent à te saluer, puis tu reçois une lettre 1 an et demi après d'une banque qui dit, Monsieur Chaput, si jamais besoin d'un emprunt, vous pouvez venir me voir. C'est sacrifice, t'es en train de me saisir. Alors, il y a quelque chose. Mais tu te rends compte, c'est toi. C'est ta valeur à toi. Et le plus important pour les parents qui nous écoutent, monoparentales ou autres, aux enfants, à notre jeune génération chez nous, vous leur dire, c'est toi qui es important. Va vendre toi. Va offrir toi. Mais il faut d'abord que tu te vendes à toi-même. C'est par là que ça commence. Puis d'ailleurs, c'est ce que Céline vous avait dit quand vous étiez en train de tout perdre. Elle vous a dit, tout est saisi, oui, mais pas toi. T'es pas saisi, Jean-Marc. Tout ce que tu as à l'intérieur, papa, tout ce que tu as, papa, à l'intérieur est tout là. Toute ton expérience, ton cœur, tout ce que tu veux. On va vendre ça. Et là, c'est très rapide dans ma tête. Ce qui m'est venu dans la tête, ben oui, pourquoi pas, si je prends un téléphone puis j'appelle, je peux peut-être offrir ça à des gens. 15 minutes après, je suis au téléphone. Sauf que j'ai aucune idée comment c'est structuré. Mais je suis au téléphone, puis là, du téléphone, j'ai un premier rendez-vous. Et là, j'entre dans le bureau du gars, puis je lui explique ce que je pense que je pourrais faire pour s'accompagner. Puis au bout d'une demi-heure, il y a des étoiles dans les yeux. Je suis émerveillé. Mais, hein, il dit, c'est le fun, Jean-Marc. Hey, j'aime ça. Puis là, il me dit combien ça coûte. Mais j'ai aucune idée depuis. J'ai jamais mis un prix sur moi. Puis là, je le regarde, je dis... Combien tu payes pour une affaire à peu près de même? C'est pas la bonne question. Il faut jamais poser ça. Elle est pas bonne. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, je l'ai regardé, puis il m'a dit, ben, qu'est-ce que t'en penses? Fait que j'ai fait un prix. Si je me rappelle bien, je pense que c'était 2 000, 3 000 $. Puis j'étais content. Quand je suis revenu à la maison, je dis, maman, j'ai vendu un client. 2 000, 3 000 $. Ah oui, oh oui. Puis il m'a donné un chèque, parce que j'ai demandé un chèque de 20 % pour réserver la date. C'était la seule que j'avais. On a réservé la date. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je savais pas comment structurer. J'avais pas de carte d'affaires. J'avais pas un emprunt bancaire. Je n'étais pas passé par la Banque nationale pour emprunter. Je l'ai fait, moi.
Quand les gens me disent, t'as pas besoin d'argent, j'ai pas de carte, t'as pas besoin de carte, j'ai pas de cellulaire, t'as pas besoin, tu vas voir le monde. T'appelles de chez vous, tu dis, je te donne rendez-vous. Tu vas aller voir. C'est tout. T'as pas besoin d'un cellulaire, t'as pas besoin d'un dactylo pour ça, t'as pas besoin d'un dépliant. On commence toujours du mauvais pot. Et ça, je pense, on oublie qu'on est tous des descendants de pionniers. Des pionniers, il y a 400 ans, c'était des gens qui passaient à l'action, qui avaient un sens de l'aventure, qui n'attendaient pas d'avoir les réponses à tous les problèmes avant de partir. Ils savaient qu'il y en aurait d'autres. Le premier gars qui a fait un avion, c'était deux, en fait, c'était les frères Wright. C'était des gens qui réparaient des bicyclettes. Ils ne connaissaient rien dans des moteurs. Mais ils ont fait un avion avec un pédalier. Puis ils ont dit, ça va marcher, on va pédaler. Puis il a volé un petit peu, puis il a tombé. Puis ils se sont fait mal un peu, certainement. Ils ont été sonnés un peu. Puis ils n'ont pas dit, ah, c'est très dangereux, on va arrêter de faire ça. Là. Il y a toute une question d'aéronautique qu'on ne connaît pas. Il faudrait faire des études. Non. Ils ont retourné à l'entrepôt, puis ils ont fait un autre avion. Puis ils ont dit, regarde, on va faire ça de même. Comme ça, si ça tombe, ça va faire moins mal. Puis puis tranquillement, à l'heure actuelle, on a des avions. Il n'y a rien de pire que le mot moratoire devienne un mot courant dans notre société. Et malheureusement, chez les jeunes, on attend d'avoir de l'argent. On attend pour avoir une famille d'avoir de l'argent. On attend parce que des enfants, ça prend une maison, quand on n'a pas d'argent, on travaille tous les deux, puis tous les deux pendant X années. Mais quand on a des enfants à 40 ans, c'est plus difficile qu'avant. Je le sais parce que j'ai des fils un fils qui en a eu un à 50 quelques années. Sacrifice. L'horloge biologique ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça la différence. Il y a aussi un grand mouvement de jeunes qui sont contre l'argent. Ils disent on n'en a pas besoin, puis c'est mal, tu sais, qui voient ça d'un mauvais œil, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui vivent l'abondance. Vous pensez quoi de ça? En fait, il faut se rendre compte que l'argent, ça correspond à des valeurs de travail. C'est parce que tu as travaillé que tu as de l'argent. Maintenant, si tu veux pas d'argent, puis tu veux manger, fais-toi un jardin. Mais en faisant le jardin, tu travailles. Puis tu manges tes patates, puis tu manges tes betteraves, puis tu manges tes carottes. C'est comme ça que ça s'est fait au départ. Pourquoi on a arrêté ça à un moment donné? C'est qu'il y a un gars qui était très bon à faire des souliers, puis il perdait bien du temps à planter des carottes. Fait qu'il a dit au gars, si tu me donnes un petit paquet de carottes, je vais te donner une paire de souliers. Puis ça a commencé le troc. Mais ensuite, c'était embêtant de trouver toujours quelqu'un qui a besoin de souliers ou qui a besoin de carottes. Alors, ils ont dit, si on avait une monnaie, et c'est comme ça que l'argent est venu. Mais l'argent, c'est simplement la quantité de travail qui a été accumulée. Accumulée dans une compagnie, c'est la quantité de travail de 500, de 1000 employés qui ont travaillé, qui sont sur la route, qui vendent, etc., et qui fabriquent quelque chose de bien. L'argent de Bombardier, c'est la quantité de gens qui travaillent pour Bombardier, qui font un beau produit, que d'autres disent, nous autres, on a besoin d'un avion, on va te payer. Puis ce paye-là permet d'avoir un salaire à ceux qui travaillent à faire l'avion. Puis avec l'argent qu'eux ont comme salaire, s'achètent des souliers puis des carottes. On fait le cirque. C'est tout simplement ça. L'argent en soi, ça veut rien dire. Ça veut rien. Pas plus que l'art veut dire quelque chose. L'art, on fait rien avec ça. En fait, aux États-Unis, Fort Knox, il y en a des tonnes puis des tonnes. Puis attendre. Ça a été un jour un barème. Ça a été simplement un barème, un standard. L'argent comme tel, c'est à force de travail. Combien on vend l'idée de travailler? Combien on vend? Pas d'une façon harassante, mais de dire, hey, on va faire ça, ça va être le fun. C'est ça du travail. La passion de trouver quelque chose. Mais pour ça, il faut avoir des rêves. Il faut vouloir partir. Il faut avoir le sens de la vie. Dans la vie, ce qui est le plus important, c'est le moment présent. Et Dieu sait, au moment où Céline était malade, en 85, et qu'on a dit qu'elle avait probablement 25% de chance de vivre l'année 85, je me souviens très bien le congrès que j'ai donné en Suisse, à Montreux. J'étais découragé quand j'ai fait le congrès, parce que ma femme était à l'hôpital, puis j'étais là seulement pour 3 jours. Puis quand je suis entré pour faire mon inscription, la bannière, le thème du congrès était là. Et le thème était extraordinaire parce que sur le thème, en anglais, de compagnie américaine, c'était marqué « Tomorrow ». Et je l'ai regardé et je me suis dit « Demain ». Ben oui, c'est ça. Et là, je suis revenu en disant « Il reste peut-être seulement 25% de chance de vivre l'année 85 ». Mais on n'a pas fini 85, on n'est pas rendu à la fin, on va vivre 85.
l'importance du moment. Mais dans ce même exemple-là, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que l'exemple du moment, c'est du moment rempli de demain. On va vivre, on va voyager. Pas le moment présent rempli d'hier, de passé. Le problème, c'est que très souvent, et au Québec, je m'en suis moqué un peu, quoique je reconnais que c'est une belle devise, j'ai toujours peur de « je me souviens ». Parce que c'est le moment présent par rapport à hier. J'aimerais ça, je veux voir plus loin, comme dit slogan à un moment donné, parce que c'est demain. Ça serait l'inverse. Et ça, ce bout-là n'est pas fait. Et ça, je pense que ça veut dire qu'il faut s'armer les deux bras, puis voir comment je peux réussir ça, comment je peux aller plus loin, comment je peux élargir, comment je peux regarder des choses, comment je peux, et pas nécessairement regarder le marché mondial. Je lisais un article dans un journal des affaires, il y a quelques mois, dans lequel une petite ville en Angleterre a décidé, parce que les gens partaient, c'est une ville qui est passée de 25 000 habitants à 15 000, chômage, etc. Puis il y a 3 femmes bénévolement, qui ont commencé à dire, on va commencer à faire, en face de la clinique, il y a des terrains vacants, on va faire pousser des légumes, puis on va faire pousser des herbes, puis on va les donner. On a dit aux gens, il y a des terrains vacants de l'autre côté de la rue, pourquoi qu'on bêche pas ça, pourquoi qu'on ne met pas des légumes? Puis à l'heure actuelle, c'est devenu un jardin, la ville. Puis tout le monde se nourrit gratuitement. Ils font des étals, parce que la récolte est là, puis c'était en placé dans le, puis il y a une affiche qui marquait « Prenez-en ». Il n'y a personne qui échange d'argent. Mais on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis du travail. Faire un jardin, puis on a récolté, puis on nourrit une société. Ça, pour moi, c'est le point de départ. On est loin peut-être de ce qu'on pense du capital. Tout à fait, tout à fait. Si vous étiez, par exemple, tantôt vous me dites que vous aviez 30 descendants, là, dans votre, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Il y avait 30 personnes vivantes au Québec, en fait, de moins. Depuis le 14 février 53, j'ai 30 descendants directs, maman puis moi. Incroyable, c'est vraiment fantastique. C'est beau, c'est beau. Mais disons qu'on était là avec ces 30 belles personnes-là, puis qu'on fait du pouce sur votre slogan « Je veux aller plus loin », là, et que vous aviez 2 conseils à leur donner, un au niveau de l'argent et l'autre au niveau de leur valeur humaine. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais d'abord au point de vue valeur humaine. Rappelle-toi d'une chose, il faut toujours, avant d'aider l'autre, que tu commences par t'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Dans un avion, quand on entre dans l'avion, on t'explique qu'il y a des petits masques d'oxygène qui sortent du plafond. Et on te dit, si tu as un enfant à côté de toi, tu commences par prendre le masque pour toi avant de le donner à l'enfant. Parce que si toi, tu n'y es pas, l'enfant ne pourra pas le faire. Donc, il faut que ça commence par toi. Je leur dirais, prends soin de toi. Mais prends soin de toi vraiment. Ça veut dire, saute pas en l'air. Ça veut dire, ne magane pas toute ta santé de façon qu'à 25 ans, tu as l'air d'un gars de 40. C'est tout ça que ça veut dire. Ça, je dirais, prends soin de toi. Je dirais, deuxièmement, comme qualité, réalise que rien n'arrive gratuitement. Que t'as beau dire, la société me doit ça. La société te doit rien. C'est toi qui l'as fait. Ce qui a fait que le monde est monde depuis des millénaires, des millions d'années, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mis l'épaule à la roue. Et donc, il faut que tu mettes l'épaule à la roue. Je dirais, et pas peur de travailler. La troisième chose que je leur dirais, prends des risques. Essaye. Essaye. Attends pas d'avoir tous les résultats et toutes les données en main. Tu les auras jamais. C'est vrai que tu vas poursuivre des chemins qui vont être des cul-de-sac. Tu vas arriver au bout du chemin, mais rien. Rebrousse. Mais un jour, tu vas frapper un chemin extraordinaire. Puis il va y avoir quelque chose de magnifique au bout. C'est ça. Mais si tu n'essayes jamais, si tu restes assis sur ta chaise, il n'arrivera rien. Si toute ta vie, tu passes à demander aux autres de le faire pour toi, jamais tu passeras. Et ça vaut pour les jeunes de 20 ans. Mais ça vaut aussi pour les grands-papas et les grands-mamans de 80. Arrête de compter sur les autres. Tu as 20 têtes, tu es en santé, tu as peut-être des inconvénients,
t'es vieux, c'est vrai. J'ai 83, là, cette année. 6 novembre 1930, ça ne rajeunit pas, mais je compte pas sur les autres. Je vais le faire. Évidemment, il va falloir que je m'habitue. Il y a des choses que je suis obligé d'adapter. Darwin disait que l'animal qui réussit à survivre n'est pas le plus fort. C'est celui qui réussit à s'adapter. Il faut s'adapter. Adapte-toi au risque. La vie est un risque. Et si jamais tu arrêtes et tu descends de la bicyclette de la vie à 2 roues, ben tu vas tomber. Ça va être la fin. Merci. M. Chaput, vous êtes comme un grand-papa qu'on veut tout avoir, hein, pour les bons conseils. J'aurais envie de faire une entrevue toute la journée avec vous. Remarquez que très souvent, vis-à-vis des jeunes, le problème, c'est qu'ils disent ça souvent, que je suis un sage, etc. Mais la crédibilité n'est pas toujours. Il faut l'essayer dans sa vie. Si on savait, si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait. Tellement. En terminant, vous nous avez dit, là, quand on va regarder l'entrevue, là, vous allez avoir 84 ans parce que c'est en novembre. Ah, vous allez avoir 83 en novembre cette année. Je suis né en 1930. Ah, d'accord. 1930. Le 6 novembre 1930, je suis arrivé au monde. D'accord. Dans Rosemont. Oui, c'est incroyable. Mon grand-père a vécu très vieux, mais mon père est mort à 78 ans, ma mère est morte à 72, 73. Alors, j'ai eu de la mortalité autour. Puis, j'en reviens pas de voir que je suis encore là. Puis, je peux vous assurer, les gens qui nous regardent aujourd'hui, en novembre, je suis encore là. Puis, je voyage encore. Puis, je me prépare à partir en vacances. En fait, en novembre, je vais revenir d'un séjour à Barcelone, aller voir mon petit-fils qui étudiait à l'université en Barcelone. En octobre, on part pour 4-5 jours, aller le voir, aller voir comment ça se passe. Et en janvier, on va partir pour un peu de soleil, le 1er au 15 janvier. Et ça continue comme ça. La vie est tellement belle. C'est ça qui est merveilleux, parce que j'allais vous demander, est-ce qu'à 83 ans, on continue à avoir la tête pleine de projets, plein de rêves? Toujours. Toujours. Mon présent est rempli de futur. Il est rempli de demain. Et ça, pour moi, il faudrait qu'on ait ça au Québec. Il n'y a rien de pire que le cynisme. Il n'y a rien de pire que de dire « Oh, ça va être bien long. On s'en sortira pas. C'est très, très long. Il faut tout décontaminer. La rivière est pleine de pétrole. » J'entends ça aux nouvelles. J'en reviens jamais. Mais oui, c'est vrai. La Terre, ça fait des milliards d'années qu'elle existe. Il n'y a personne qui a dit « Ça va être long. Oh, on va continuer dessus. Ça va être bien long. » Non, on l'a fait petit à petit. Chacun de nous autres a un grain de sable à bâtir, à mettre dans l'édifice du monde. Mets ton grain de sable. Monsieur Chaput, je termine toujours en souhaitant le meilleur à mon invité. Alors, je vous souhaite le meilleur, mais je me souhaite aussi d'avoir l'occasion de refaire une entrevue avec vous. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.